Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Donc oui, bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Québec, le balado. Je suis accompagné de Chloé. Salut Chloé. Allô. Comme vous le voyez, c'est un épisode un peu spécial. On montre nos visages, même si c'est peut-être pas un face reveal trop pour beaucoup de gens, parce qu'on a déjà apparu dans d'autres podcasts et dans des vidéos avec Horreur Québec et d'autres émissions. Mais on a un épisode qu'on a tourné en temps réel aujourd'hui. On a un épisode qu'on a tourné en vrai dans un bar. D'ailleurs, on va prendre le temps de les remercier. Le Turbo House à Montréal qui organise plein d'événements, des shows, notamment des shows punk. C'est un bar vraiment cool qu'on vous suggère tous d'aller. En fait, on vous encourage fortement à y aller. C'est vraiment du bon monde. Puis vous allez voir, là, ils ont tout un décor là, qui nous a permis de faire un épisode vraiment, vraiment chouette. Fait que, sans tarder, en fait, je vais vous dire c'est qui notre invité pour cet épisode-là. Vous l'avez déjà vu sur la miniature de toute façon. C'est Simon Predge, qui est comme une personnalité qui gravite dans le milieu de l'horreur depuis un bon bout de temps. Il y a le podcast Ars Moriendi, évidemment, qui vient de sortir un livre. Puis Chloé, je pense que tu l'as reçu et tu aimerais ça nous en parler un peu. Oui. Ça s'appelle... Oh, on va le voir à l'envers. Ça s'appelle Les Chroniques de l'abîme. On le voit bien? OK. Moi, de mon côté, je le vois à l'envers. Bon. C'est ça. En fait, c'est une collaboration. Donc, on a, si je ne m'abuse, Simon Predge, Charles Beauchesne et Pierre Bonck qui sont illustrés par Pierre Bonck. Donc, Simon Predge, je pense qu'on le connaît. On n'a pas besoin de le présenter. Comme tu as dit, il fait Ars Moriendi, mais aussi il anime l'after show de Predge à Frisson TV. Et Charles Beauchesne, ici, si vous ne le connaissez pas, allez voir son podcast. Si vous êtes fan de podcast, ça s'appelle Les pires moments d'histoire. Les pires moments de l'histoire, c'est ça exactement. J'adore ce podcast-là, c'est drôle. Je ris tout seul dans ma cuisine. Je cuisine en écoutant ça, là, puis je m'esclaffe fort. C'est très drôle, c'est très bon. Donc, qu'est-ce que c'est les chroniques de la Bible? Je vais enlever mon petit signal. Je vais me rappeler de ma page. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est des histoires inspirées de faits réels. Donc, on va prendre une histoire un peu mystérieuse qui s'est passée, puis on va la raconter on va l'adapter, la raconter un peu comme une fiction. Donc, il y a des faits qui sont vrais, puis ça a été romancé de façon un peu lugubre pour la plupart des histoires. Le concept, en fait, le format, il est vraiment bien parce que la plupart des histoires, là, je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas encore tout lu parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais la majorité des histoires ont été écrites par Simon Predge. Et ici et là, il y a un détail intéressant. Ceux qui écoutent le podcast de Charles Beauchesne vont entendre sa voix parce que moi, à chaque fois que j'arrive à le petit écriteau. Un petit, ouais, c'est ça, détail intéressant. J'ai la voix de Charles Beauchesne qui détail dit intéressant! C'est ça. Donc un petit détail historique qui va agrémenter les petites histoires puis entrecouper. Et tout ça, entre chaque histoire, dans le fond, on a quoi? On a une bande dessinée où ce qu'on voit les trois gars qui se racontent des histoires autour d'un feu, comme on le faisait peut-être à l'époque victorienne. Donc, on n'avait rien d'autre à faire. Bref. Mais c'est super intéressant. C'est vraiment bien écrit, évidemment. Je veux dire, on n'a pas besoin d'acheter le livre pour savoir que c'est bien écrit parce que les deux balados de Simon et de Charles sont extrêmement bien écrits. Je veux dire, on l'entend. Ils ont un extrêmement bon vocabulaire. Puis, pas comme moi en ce moment. Mais oui, c'est ça. Puis c'est écrit de la même façon que leur podcast est écrit. Donc, vous ne vous ennuierez pas. Bref. Je suis une grande fan, comme vous le savez. Ça ne changera pas aujourd'hui avec ce livre. Super. Fait qu'on fera comment de vous le procurer d'ailleurs en même temps. Oui, absolument. Oui, il est disponible. On enregistre le 27. Je pense qu'il est sorti aujourd'hui ou hier, le 26. Donc, vous pouvez aller en librairie ou, j'imagine, sur leslibraires.com. Ça doit être disponible aussi. Super. Ou .ca.
Ouais, c'est difficile.ca, je pense. En tout cas, okay. Vous êtes assez grand pour googler. Oui, voilà. Oui, ben, de mon bord, avant de commencer, en fait, j'aimerais juste dire, là, pour ceux qui s'attendaient aussi à avoir un face reveal d'Éric, malheureusement, il n'est pas là parce qu'il est malade, le pauvre. Donc, tout comme bon, tous les bons journalistes durant la COVID qui se sont absentés pour ne pas spreader le virus, ben, il a fait la même chose, notre bon Éric, mais il va revenir. Peut-être qu'on va avoir d'autres occasions de le voir en face, qui sait. On lui envoie plein de bisous. Puis de mon bord, en fait, moi, ce que j'ai envie de vous discuter, c'est que Chloé et puis moi, on s'en va à Choc Stock en fin de semaine avec l'équipe de Sur la route de l'horreur. Donc, si vous connaissez, la plupart d'entre vous, je suis sûr que vous connaissez le podcast, on en a déjà parlé. On a reçu Steve aussi au premier épisode et leur émission à Frisson TV. Peut-être qu'on va faire une petite apparition. Les deux, on va peut-être popper ici et là, on ne sait jamais. Mais c'est une convention qui se situe à London, en Ontario. Il y a des invités de marque et moi, j'ai très hâte de rencontrer le Psycho Gorman lui-même, l'acteur derrière le personnage. Je vais vous mettre son nom parce que en apparaître parce que je ne me souviens pas en ce moment. Mais c'est juste pour dire, en fait, on a du fun parce que les conventions recommencent enfin. On va, après 2 ans de pandémie, là, on peut commencer à se réunir entre fans d'horreur. Donc, ça, c'est très cool. On a très hâte. Et moi, toute ma semaine a été pas mal, mes pensées ont été tournées vers ça. Sinon, ben évidemment, vous pouvez continuer de suivre notre chronique à Donald et moi sur les nanars. J'en ai sorti 2 ce mois-ci. Un sur Attack of the 50-Foot Cam Girl, qui est un film Full Moon bien intéressant si vous aimez les films avec pas de budget et pas d'imagination. Et aussi Titanic 666, qui est une suite improbable de Titanic 2 de Asylum, qui est en partenariat avec Tubi aussi. Fait que c'est sur Tubi, fait que c'est facile à voir. Je vous conseille d'aller là. La critique est peut-être avant. Je ne spoil rien, puis ça vous donne peut-être un peu le ton. Donc, l'horreur de B à Z, ça continue. On vous conseille de continuer de lire sur Horreur Québec, évidemment. Fait que sans plus tarder, en fait, j'avais vu qu'on n'a pas de nouvelles. Ça va être ça, le segment d'introduction. On va vous lancer tout de suite sur l'épisode avec Simon Pretsch. Chloé, est-ce que tu avais autre chose à ajouter? J'aimerais ça remercier Simon, justement, parce que je trouve qu'il a été super généreux évidemment de son temps. Là, il a bravé, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il pleuvait à Sio cette journée-là. Donc, il a bravé la pluie pour venir nous voir, mais aussi, vous allez l'entendre, il a été très généreux dans le contenu, dans ce qui s'est beaucoup livré à nous, je pense, puis c'est très apprécié. J'avais hâte de partager cette entrevue-là avec tout le monde. Fait que, sans plus attendre, on vous l'envoie. Fait que, à bientôt! Bye! Donc, bienvenue dans le segment principal avec Simon Pretsch, notre invité Simon Pretsch aujourd'hui pour le balado Horreur Québec. Simon Pretsch, on connaît pour le podcast Ars Moriendi, évidemment, pour aussi son émission sur Frisson TV. Qu'on apprécie beaucoup, puis que vous avez connu aussi dans le temps avec Les Oubliettes, dont Éric, notre Pierre Bruno Maison faisait partie aussi à l'époque. Donc, salut Simon. Salut, merci de l'invitation. Ouais. Désolé du retard. Il n'y a pas de stress. On va centrer l'épisode un peu sur le true crime, vu que on sait que c'est une de tes grandes passions, puis que tu es un peu un expert du sujet. Là. Fait que Chloé aussi est vraiment fan. Là, fait que c'est un épisode qu'on avait très hâte de faire sur le sujet. C'est longtemps qu'on voulait en parler, fait que là, c'est l'occasion qui se prête parfaitement. Fait que Chloé, est-ce que tu aurais des questions pour commencer? Oui, absolument. Ma couleur préférée est le bleu. Ah, pas le rouge? Non. Okay. Je le vois trop dans le travail. Ah, c'est ça. Mais d'où ça devient, commencer par une question plate, là, d'où ça devient, c'est quand l'illumination te fait, j'aime ça, les histoires de meurtre? Je pense que j'ai eu plusieurs paliers. Je pense que ça s'est juste fait graduellement pour ce qui est du true crime précisément. Mais l'horreur est partie très jeune. Okay. Je ne sais pas exactement. J'estime que j'avais peut-être 4 ou 5 ans. Puis j'ai vu à la télévision le vidéoclip de Thriller de Michael Jackson. Et instantanément, je suis tombé amoureux des monstres. Je m'étais fabriqué un masque de zombie en crayon de cire sur une feuille de papier avec une corde. Puis je la chantais dans mes parties de Noël. C'est d'ailleurs sur YouTube. Cherchez Simon Pretsch Thriller, vous allez le voir. Et mon
premier cauchemar que je me souviens, ça a été Freddy Krueger, que j'ai vu probablement la même année, beaucoup trop jeune. Puis c'est parti de là. Avant même de commencer l'école, je rêvais de faire des effets spéciaux, puis des masques de monstres, puis du latex, sans trop comprendre comment ça fonctionnait encore. Ça a évolué, là, mais c'est encore... Ma passion, veut pas, vient de là. Avec ma passion pour le cinéma est née de ce moment-là. Après ça, à travers l'horreur, à travers les années, à un moment donné... J'ai le moment précis dans ma tête, mais je me souviens pas c'était en quelle année. J'ai pas beaucoup de notion du temps. Mais je ne sais pas ce qui m'a attiré à aller faire une première recherche sur Internet sur les tueurs en série. For some reason. Peut-être que je venais de voir un film basé sur un fait réel, puis j'ai été curieux, je ne le sais pas. Mais c'est la première nuit à l'âge adulte où j'avais peur d'aller dormir. OK, ouais. Ça m'a... on le sait qu'il y a des meurtriers, mais quand tu trouves les pires, moi cette nuit-là, là, j'ai lu les classiques, là, Ted Bundy, mais ça, aussi beaucoup Ed Gein, Albert Fish, parce que là on commence à être un peu, c'est très brutal, c'est très macabre. C'est ça, moi c'est ça qui m'a brassé. Je me couchais parce que personne ne va venir ici t'asseoir, calme tes nerfs, mais j'étais juste comme pas bien. Puis ça a déclenché quelque chose. Après ça, je pense que moi, je fais juste qu'est-ce que j'ai envie de faire. Fait que si à un moment donné, j'ai une idée, on va faire ça. Puis là, j'embarque. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Des fois, je me tanne. Des fois, Ars Moriendi a tenu le coup un bout de temps. Fait que, on va voir ce que ça va nous mener. Mais c'est né de là. Tout dépend de Michael Jackson, finalement, dans mon enfance. Ce qui est une phrase très étrange. T'es pas le seul qui nous a dit ça. Ça a vraiment marqué les esprits, ce clip-là. Je pense pour toute une génération. Là. Oui. Ouais. Est-ce que c'était peut-être une porte ouverte vers l'horreur, mais dans un contexte plus populaire, donc peut-être plus, je dirais pas accessible, mais plus de gens l'ont vu parce que c'était Michael Jackson, tu sais. Peut-être que des gens qui sont pas attirés vers ça normalement, là, sont allés dans cette direction-là parce que c'était Michael. Puis là, ça a peut-être ouvert une porte. Moi, c'était ça. Moi, ça a ouvert une porte que j'ai découvert très jeune, mais sinon... je pense que c'est ça. C'est le volet populaire de Michael qui a fait ça. Oui. Puis, on t'entend souvent philosopher dans Ars Moriendi, sur qu'est-ce qui... sur, les histoires de mort, puis de tout ça. Là, bon, c'est mal dit, mais qu'est-ce qui nous attire, selon toi, dans ces histoires-là? Pourquoi qu'on est autant accro au true crime, finalement? Je pense que c'est pour les mêmes raisons qu'on va à Ronde, pour la bouffe cheap puis le regret. Non. non, en fait, je pense que c'est pour les émotions fortes. C'est comme la Ronde, dans le fond. Pourquoi on irait faire un manège qui va nous donner l'impression qu'on va mourir? C'est pour la même chose. Ces histoires-là, l'humain a toujours été intéressé par les histoires autour du feu, qu'elles soient macabres ou non, là, les contes et légendes. Donc, je pense qu'on s'est toujours raconté des histoires. Mais après ça, le volet True Crime, c'est parce qu'il y a comme plusieurs réponses. Où je m'en allais surtout, c'est que c'est un peu comme regarder... quand on lit du True Crime, qu'on regarde le documentaire du True Crime, c'est un peu comme si on était là, c'est un peu comme si on le vivait, c'est comme si on regardait un film d'horreur, là, c'est pour les émotions fortes que ça nous amène. Puis, sauf que c'est comme être présent sans être présent, c'est comme pouvoir y toucher à cette horreur-là, mais dans le confort et la sécurité de la maison. Fait que quand tu as fini de lire, tu peux aller faire ta vaisselle sans crainte. Là, il y a ça, comme aller à la ronde. On a l'impression qu'on passe proche de mourir, mais au fond, nous, on le sait qu'il n'y a aucun danger. Puis le côté peut-être plus philosophique, c'est parce que c'est un regard sur nous-mêmes, moi, je pense. On aime ça épier nos voisins. C'est la même chose. Ça explique aussi le grand succès des téléréalités, je pense. Ouais. On aime ça, épier nos voisins. Qu'est-ce qu'ils font, les voisins? Moi, le premier, là, je suis toujours mal à l'aise quand je marche dans une rue résidentielle le soir parce que c'est inévitable. Si tes rideaux sont ouverts, moi, saigner en dedans. Je veux savoir de quoi ça a l'air, comment tu décores. Des coups que ça me donne des idées. On est tous comme ça, certains plus que d'autres, bien entendu, mais on l'est tous de même. Fait que, de regarder ce qui se passe chez le voisin, pas comprendre pourquoi il fait certaines choses, puis
c'est plus fort que nous. On veut comprendre, là, je veux dire. On n'aime pas ça regarder le néant et faire « Ah, that's how it is », puis on va retourner ma vaisselle. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, tu sais. Puis la nature humaine a énormément de volets qu'on préférait oublier ou tasser ou ignorer, mais on le sait qu'ils sont là pareil. On le sait que on a tout le potentiel de tuer quelqu'un là, en réalité, là, pas tout prémédité, bien entendu, mais un coup d'éclat, ça peut arriver à n'importe qui, là, un délire temporaire. Fait que ça nous intéresse parce que qu'on s'en rende compte ou non, je pense que ça... Pas toutes, mais ça donne peut-être certaines réponses sur nos propres émotions, nos propres réactions, tu sais. Peut-être qu'on serait pas prêt à tuer, mais on a peut-être déjà été proche, tu sais, une mauvaise journée, là. Je pense que c'est ça. Au final, c'est d'essayer de se comprendre, tu sais, nous-mêmes à travers ce que vivent d'autres, tu sais. Puis il y a aussi, c'est ça, comme le vivre par procuration, là, c'est énormément d'émotions. Puis comme dans les montagnes russes, il y a le corps qui nous shoot de la drogue à chaque fois qu'on a cette excitation-là. Ça, on me sent inconsciemment, ça aussi. Ça nous rend accro. De dopamine. Ouais, on veut retrouver le premier trip. Ouais. Moi, j'ai jamais retrouvé ma première nuit à pas dormir. J'en rêverais, mais elle n'arrivera plus jamais, là. Ben oui, c'est clair. Là, on a parlé beaucoup des premiers films d'horreur qui nous ont marqués, notamment avec Sénécal, puis on se disait, tu sais, après, c'est sûr que les premiers que tu vois te marquent, puis qu'après ça, tu fais juste les comparer avec les premiers que tu vois, parce que c'est les premiers qui t'ont vraiment donné cette frousse-là. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme la drogue, c'est comme n'importe quelle drogue. On veut toujours trouver le premier fixe, la première fois qu'on a senti ça, tu sais. Sauf peut-être pour le sexe. La première fois, c'est jamais quelque chose qu'on veut revivre, mais ça, peut-être un autre volet, là. À venir dans un prochain podcast. Oui, puis c'est drôle que tu parles de drogue parce que je vais faire un lien avec ma prochaine question. Dans le fond, quelque chose qui choque énormément, puis on le voit partout, c'est les enfants. Que ce soit des victimes ou que ce soit des bourreaux. Puis je me demande si ça vient pas de là, justement, le fait que... Parce qu'on en voit de plus en plus des enfants. On a vu dernièrement le petit... comment il s'appelle? J'ai un blanc. Je suis moi dans l'actualité. J'ai pas la mémoire. Je sais de qui tu parles, mais je me souviens pas de son nom. En tout cas, sur Netflix, le documentaire avec le... Hey, je viens d'écouter un truc. C'est pas Jérémy? Non, c'est pas... Jérémy. Non, le petit Jérémy. le petit Jérémy, c'est quelque chose d'autre. Moi, j'avais la toune... Excuse-moi le micro. J'avais la tune de Pearl Jam en tête. C'est même pas le petit. Mais non, mais c'est comme un petit nom cute de campagne comme ça. Non. Le petit... Mais peu importe, là. Oui. En tout cas. Bref. Est-ce que ça vient pas de là, justement, parce que ça choque tellement les enfants, puis on cherche toujours plus, puis bon, moi, je parle de mon expérience, mais quand on finit par les voir, après ça, on se dit pourquoi que je me fais ça. Mais... Ben, c'est une drôle de question, parce que, en fait, je sais pas, est où la ligne, tu sais, je pense qu'avant tout, les enfants, ben, c'est parce que c'est le symbole même de l'innocence. Ils ont rien à se reprocher. On veut les protéger. Je pense qu'avant tout, c'est ça qui nous horrifie. On a tous été enfants, puis on sait ce que ça peut briser la personne à vie. On pourrait élaborer longtemps sur pourquoi c'est horrible. Là. On le sait que c'est horrible, là, mais je sais même pas dans quelle direction en aller. On dirait qu'il y a tellement de branches à cette question-là que je pourrais faire une conférence d'1 heure, on n'aurait toujours pas de réponse. Je pense que c'est juste ça, c'est le symbole de l'innocence, c'est la chose qu'on veut le plus protéger en tant que société, je pense, puis c'est pour ça. Puis si ça nous brise, je veux dire, même si c'est tout aussi horrible, là, on va se le dire, on va voir, mettons, une vidéo d'un chasseur qui va tirer entre les deux yeux d'un chevreuil ou même d'un lion, mettons. Là. Puis on va faire comme « Ouh, j'aime pas ça » ou « Bon, il y en a comme ça. » Mais bon, ça va être juste ça comme réaction. « Ah, je veux pas le regarder, je veux pas le voir. » Puis ça va être ça. Mais fais la même chose à un petit chaton. Ouais. C'est clair. On est ailleurs, là, complètement. Pourquoi le petit chaton plus que l'autre? Je pense que c'est ça. Plus c'est cute. Un instinct de protection. Ouais. Puis il y a d'autres choses aussi. Mais c'est malheureusement pas quelque chose que j'ai recherché beaucoup encore. Donc, je pourrais pas élaborer. Mais il y a une théorie, il y a une étude qui a été faite. OK. En plus,
je vais pas spoiler, mais OK, je le dirai pas c'est qui. J'étais dans un show d'humour hier, puis cette personne-là l'a même mentionné sur scène dans un numéro, puis j'ai fait oh shit, c'est rendu dans les shows d'humour, cette théorie-là, c'est malade. Mais bon, en même temps, ils ont juste allé voir mon Facebook pour savoir où j'étais hier. En tout cas, ça sera pas diffusé tout de suite, on a du lousse. Ils savent pas c'est quand on a tourné. Bon, c'est juste pour pas spoiler les shows, c'est plate quand ça arrive. Mais il y a une théorie qui parle, en fait, je vais vous demander autrement. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Chat ou chien? Ouais, j'ai un chat. J'ai un chat? J'ai 3. J'ai un petit chien, un perroquet puis un cochon d'Inde. OK, le perroquet, je pense pas que ça fonctionne, mais peut-être le cochon d'Inde. Avez-vous déjà tenu votre animal de compagnie dans vos mains, puis est tellement comme ressentir tellement d'amour puis de cuteness d'avoir envie d'y écraser le crâne avec vos mains. À vous, hein? Mais c'est ça. Comment t'expliques ça? Comme je vous dis, c'est pas ma spécialité, mais il y a eu des études là-dessus. Il y a une théorie qui explique ça. Comment ça se fait que quand on a quelque chose de fucking beau pis cute entre nos mains, on veut le détruire tellement qu'on l'aime? C'est quoi ça? C'est quoi cette réaction-là? L'humain est très étrange comme animal et on comprend pas tout encore. Il y a des réflexions qu'on comprendra peut-être jamais. Là. Mais en tout cas, comme pour beaucoup de gens, les enfants, moi, c'est ce qui me casse le plus. Moi aussi, c'est ce qui me brasse le plus. Mais je pense que ça explique pourquoi je suis très attiré par ces docs-là et ces films-là. Au cinéma, c'est sûr que c'est un autre niveau, mais j'adore les enfants qui tuent ou qui se font tuer. Mon Dieu que c'est satisfaisant. Mais en termes de documentaire, je sais pas. Il y a quelque chose c'est une question que je me pose réellement depuis un bon bout de temps. Mettons que je suis sur Netflix, j'ai plein de choix de docs de True Crime. Automatiquement, mon attirance s'en va vers le doc sexuel. Moi, je suis pas quelqu'un de sexuel plus qu'il faut. Je suis quelqu'un de très pudique. Je suis pas dans la réflexion psychosexuelle non plus. C'est vraiment pas ma branche. Fait que je ne sais pas pourquoi je suis attiré vers ça. On dirait que pour moi, c'est ce que je trouve le plus horrifiant, les crimes sexuels. Encore plus si c'est sur un enfant, bien entendu. Avec les docs de pédophiles, je les ai toutes vues. Puis je ne sais pas comment expliquer mon attirance envers ces documentaires-là, autrement que par... Je suis rendu tellement loin à essayer de chercher à avoir peur, puis à me briser, puis à me casser, parce que c'est ça que j'aime comme émotion forte, que je suis rendu dans un doc de pédophiles. Puis c'est sûr, je termine le doc, puis je suis en beau maudit, puis j'ai le goût de casser des affaires, mais... C'est un peu ça que je recherche, je pense. C'est quand j'ai vu le film Mother, j'ai fini le film, puis c'était la première fois en disant... Oh, j'ai mis de l'eau partout. Si tu penses à la première fois en 10 ans où, après le visionnement d'une fiction, j'ai eu besoin d'aller prendre une marche pour respirer, puis mettre mes idées claires parce que j'étais cassé. Puis, c'est ça qu'on dirait. On dirait qu'une simple montagne russe ne me suffit plus. J'ai besoin de me briser. Puis, je pense que ça, les crimes sexuels, surtout avec les enfants, c'est ce qui me casse le plus. Par rapport à l'enfant, justement, il y a aussi le fait qu'on sait que c'est tellement fragile. Justement, pour avoir écouté des documentaires là-dessus, on sait que c'est souvent, ça passe, des fois, c'est comme une espèce de brisure qui s'est faite à l'enfance qui fait en sorte que la personne va évoluer pour devenir un espèce de maniaque. Là. Oui, absolument. C'est vrai. Il y a cet aspect-là aussi qui entre en jeu, je pense. Là. C'est parce qu'il y a l'enjeu actualité aussi. Je veux dire, le cinéma d'horreur a toujours été le reflet des anxiétés de son époque. On est dans une crise du combat du féminisme pour essayer de prendre sa place. On est dans la dénonciation des crimes sexuels comme jamais auparavant. J'ai l'impression que ça fait partie de nos craintes actuelles. Là. Je veux dire, on n'en a jamais autant parlé. Je sais pas même plus où je m'en allais avec ça, mais je pense que ça fait partie de nos craintes de manière générale actuelle, une de nos angoisses.
Ah, ça me fait chier d'avoir oublié juste m'en aller avec ça. C'est pas grave, on y reviendra si ça te revient. Oui, Mon ça cerveau, il est revient. fatigué. Là, ça m'arrive tout le temps, sûrement. Ça, c'est la même chose qui nous arrive toutes. Là. Quand tu te lèves de ton sofa pour aller dans la cuisine chercher quelque chose, rendu là, tu ramasses d'autres choses, tu reviens, j'allais chercher ça. Tu te relèves, tu te ramasses dans la cuisine, tu as oublié ce que tu faisais là, tu reviens. Oui, c'est vrai. Puis là, tu repars. Finalement, tu vas aux toilettes, tu reviens au sofa. Ah, c'est vrai, j'allais chercher des choses. L'histoire de ma vie. Ouais. Là, avec ça, je sais plus ce que j'en étais. Elle s'est reconnue. C'est contagieux. Mais oui. OK. Sinon, on peut peut-être faire une petite digression du sujet pour aller parler un peu de l'after-show de Pritch, que moi, je suis un gros fan de Nanar aussi, puis de films un peu champ gauche. Là. Comment ça a commencé, ce projet-là? Comment tu t'es approché? Est-ce que c'était toi qui es arrivé avec une idée ou... Hey, ça s'est fait tellement vite, là. On a eu cette impression-là aussi, mais... Ça n'a pas rapport à comment ça s'est passé. Puis à chaque nouvelle étape à Frisson TV, je suis comme, mais voyons, ça tombait pas rapport. Comment ça que ça se passe de même? Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut pas ce qui se passe. OK. C'est niaiseux de même. Mon boss à Frisson TV, le propriétaire de la chaîne, Sylvain, il a commencé à diffuser des nanars à Frisson TV. Puis il a dit, c'est parce qu'il manque quelque chose, il faudrait que quelqu'un les explique. Parce qu'on contextualise. Ouais, c'est ça. C'est juste mettre un nanar, là, c'est absurde, on comprend rien, puis là, le film est fini, puis t'es juste mêlé. Les gens qui ne savent pas tout, c'est quoi un nanar aussi, là? Je veux dire, des fois, le public de Frisson TV est un petit peu plus âgé. Tu sais, c'est des gens qui ont le câble, déjà, ça en dit long, tu sais. On en parlait tantôt, justement. C'est ça, fait que c'est pas nécessairement... une génération qui a trempé dans l'ironie, là, dans le fait de triper à rire de quelque chose de mauvais. Fait que faut leur expliquer, là, au moins un petit setup de base. Fait que je ne sais pas comment il m'a trouvé, mais il a entendu les oubliettes, puis il a fait le tour de son monde. Il a dit, ouais, mettons, il a fait un show à ce gars-là pour parler de Nanar, ça vous tente dessus? Puis je connaissais déjà bien du monde dans ce gang-là. Fait qu'ils dit oui, tu veux Simon? Fait que là, ils m'ont appelé, ils dit, tu veux-tu un show? J'ai dit oui. Il dit, viens, on va faire un test. Je suis allé au studio. Dans ce temps-là, c'était au studio de la télé communautaire de Longueuil qu'on pouvait utiliser les week-ends. C'était loué, mais bon, on les utilisait les week-ends. Je débarquais là, il pensait que j'arrive. Moi, je savais pas trop ce qu'il voulait. Fait que j'ai vraiment écrit un épisode comme j'écrirais un épisode, tu sais. Sans trop réfléchir. Juste what I do. Fait que là, il pensait que j'allais y faire un exemple de 3-4 minutes. Je dis non, j'ai 11 pages. Ça, c'est moi. Je suis trop intense. C'est comme Ars Moriendi, je pourrais pas faire des 15 minutes. Là. Ça marcherait pas. C'est le fait que tu viennes d'Internet aussi. Tu as cette mentalité-là que ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis, Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai jamais suivi. Moi, les carcans, ça me fait chier. Est-ce que, tu sais, suivre des règles, non merci. Et ça, j'ai compris ça à 4 ans. Que mes parents m'ont haï. Mais c'est ça, je veux dire, moi, si j'ai envie de faire quelque chose, disons que je fais beaucoup confiance à mon instinct. Ça, là, je le suis, là. C'est lui qui dirige. Puis à date, ça me réussit. Fait que ça me va, là, tu sais. Mais fait, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais de la meilleure manière que je pense possible. Point. Fait qu'après ça, les gens vont aimer, ils vont pas aimer. Je vais pas dans l'analyse de marketing. Si je fais ça comme ça, ils vont plus aimer. Si je fais ça comme ça, ils vont moins aimer. Sinon, je parlerai jamais d'histoire de meurtre d'enfants dans Ars Moriendi. Je sais que ça fait mal, là. Ça me fait mal, moi aussi. Mais c'est ça, tu sais. Fait que t'es arrivé avec mon truc dans les studios. Il a dit, OK, ça marche. Go, on te prend, on le fait. Puis là, on s'est posé la question. OK, on fait quoi, là? On fait quoi? Mais là, je dis, là, c'est moi qui parle. Je sais pas ce que tu voudrais ajouter à fun, mais à part parler, je sais pas ce que je peux t'offrir. Fait que là, OK, ça nous prendrait un décor. Puis là, c'est juste, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin? On s'est retourné comme ça dans le studio. Il a fait, il y a ça là. C'était ça. Et voilà, on avait un décor. C'était vraiment un panneau qui traînait là déjà. On s'est dit, ça va ressembler à Salut, bonjour, puis ça va être ça. On va mettre des câbles qui traînent à terre. J'ai trouvé une lampe, pas une lampe, mais une plante en plastique LED. J'ai pris la plus LED, je pouvais trouver, on a écrit ça dans un coin. J'avais arraché des panneaux du décor, finalement, pour le boss qui comprenait pas encore, qui venait d'engager Simon Predge. Il a fait, non, c'est trop, ça a l'air décaliste. J'étais comme, ouais.
Ça te point. On va faire des nanars. C'est ça. Fait que ça y a pris 3-4 épisodes, puis là, il a commencé à catcher. Mais je pense qu'il n'a pas encore complètement compris parce qu'il me dit encore fais ce que tu veux. Fait que là, je suis comme, mais voyons, Chris, t'es sérieux là? T'as-tu vu ce que c'est? Mais bon, je veux dire, j'étais en train de préparer le spécial de Noël cette année, puis là, on est en meeting avec le réalisateur que j'ai engagé, qui va être Rémi Fréchette, qui est dans l'horreur, que vous connaissez peut-être déjà. Puis là, on est en meeting Zoom, puis là, j'explique bon, le plan, blablabla. C'est moi qui vais le produire cette année, je le prends tout sur mes épaules, pas de budget. Puis là, je dis, bon, parfait. Fait que là, j'embarque sur le scénario, je vais t'envoyer ça dès que possible pour approbation. Le boss. C'est ça, je veux dire. Comment ça se fait que ça se passe, ça? Pourquoi ma vie est de même? C'est sûr que je vais mourir d'un virulent cancer. C'est pas normal que je sois aussi privilégié. D'avoir la loc. C'est ça. Le boss il dit non, je t'arrête tout de suite. T'as pas besoin de m'envoyer le scénario. La créativité, c'est toi. Moi, je vais m'assurer qu'on ne bosse pas le budget, puis that's it. C'est tellement cool, là. Wow. Moi, à l'after show, il n'y a pas un chat qui lit mes textes avant de peser records à la caméra. C'est pas normal. Il n'y a personne en télé qui a cette liberté-là. Non, c'est ça. Non, on peut pas me laisser cette liberté-là, ça va mal virer. C'est sûr, là. Je vais finir avec des mises en demeure à un moment donné, là. Ça va mal finir. Tu vas insulter quelqu'un sans le vouloir à un moment donné. Oh non, je le veux. Non, je le fais volontairement, là. Ouais. À un moment donné, j'ai réalisé que 2 épisodes de suite, j'ai insulté Guillaume le Métivier. Je fais on s'est même pas rendu compte. Non, c'est correct parce qu'il est en train d'être consolé de toute façon. Oui, ben là, le timing joue pour moi, mais tu sais, à un moment donné, un épisode était trop long, j'ai coupé une joke de même, justement. Moi, j'aime ça. Pour moi, c'est juste de l'humour. Bon, là, on dirait que je change de sujet, mais on dirait que c'est juste de l'humour s'attaquer à des icônes, des personnages, tu sais. Moi, j'haïs Cœur de pirate, mais j'ai pas vraiment de raison de l'haïr, Cœur de pirate. Là. Pour moi, c'est juste un symbole, puis bon, ça va être assez énorme, mais ça, c'est pas assez pour haïr quelqu'un, là, tu sais. Mais on dirait que j'haïs le symbole, tu sais. J'imagine que t'as pas de problème non plus à dire, si moi je dis je l'aime Cœur de pirate, tu t'en fous, là. Oui, exactement. Là, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut, puis il y a pas... tous les goûts se valent, là. C'est exactement, là. Je veux dire, t'as le droit de faire ce que tu veux, à ta manière, puis pas à moi de juger, là. Moi, je fais mes affaires, tes affaires. Il y a des gens qui t'aiment toi, des gens qui m'aiment moi, des gens qui aiment les deux, puis c'est all good. Liberté, là. Faites ce que tu veux, là. Mais c'est ça, il y a une joke, je me rappelle la joke. Je suis triste de l'avoir enlevée, mais c'est peut-être mieux de l'avoir enlevé parce que je sais pas à quel point les vedettes, des fois, ils aiment pas ça, tu sais. Mais c'est quoi j'avais dit? Je pense que c'était dans l'épisode pour Il était une fois le diable. Puis là, je parlais que... oui, c'est ça, je disais, rassurez-vous, on peut toujours se dire qu'il y a pire, tu sais. Sauf quand t'atteins le bout du néant. Puis là, je dis, puis ça, je l'ai vu, je le souhaite à personne. Sauf peut-être à Jean Héroldi, dont le néant définit la carrière. Tu sais, c'est ça. C'est des petites craques. Je veux dire, Jean Héroldi, je le connais pas, mon calice. Tu sais, j'ai rien contre lui, mais je trouve que c'est un beau symbole. Tu sais. Ben oui. Moi, je réfléchis, bon, quelle vedette je peux attaquer, mais que c'est pas vraiment méchant pour vrai. Tu sais. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va mal le prendre. Des fois, j'y vais fort. Tu sais. Mais c'est ça. Même dans des fois, super placer son ego, ça peut faire du bien aussi. Oui, effectivement. Ouais, mais c'est pas ma job, là. Ouais, non, c'est ça. Où de fuck am I pour te dire quoi faire, là? Ben non. Non. Surtout aujourd'hui, là, tu sais, il faut faire attention, là. Expliquer les choses aux gens, là. Ouais. Je me suis fait pogner de même aussi. Faut faire attention, là. Les gens, ils veulent pas nécessairement se faire expliquer les choses aujourd'hui. Que je prends mon trou. Mais c'est ça, je pense que l'avantage en ce moment de Frisson TV, c'est qu'on a un petit public sur le câble. Fait que j'en profite. Mais que ça soit fini ou que là, il y a un site de streaming en création, mais que ça soit prêt, va peut-être faire que je fasse attention. Là, mais bon, pour l'instant, en même temps, je pense pas que ce soit méchant. C'est de l'humour, là, tu sais. J'aime ça quand la joke est tellement grosse. Moi, j'aime ça, genre... moi, je suis pour l'ouverture, là. À 100%. Mais j'aime ça, mettons, faire une joke contre un groupe culturel ou quelque chose, ou une blague raciste, mais tellement too much Ben oui, c'est ça. que même les personnes visées vont faire « Est-ce qu'il est calme? » Et puis, voyons, ils peuvent pas y croire. On en parlait tous les deux, parce qu'on est tous les deux fans des Denis de Relais, puis on est les Patreons de Rince Crème, là, mais Denis un bon Barbu, c'est exemple. exactement ça. Là, Ouais, exact, c'est ça. C'est aller trop loin. Avez-vous connu le show Wonder Chosen? Ça fait faire une dizaine d'années au moins. Là. Je partirai pas là-dessus, mais ça, là, c'est le meilleur et c'est le summum de ça.
C'est-à-dire qu'il avait créé un show. C'était monté comme un show pour enfants. C'était un genre de Sesame Street. T'avais le volet marionnette de poêle, t'avais des cartoons, t'avais des séquences, des entrevues avec des enfants. T'avais tout ça, là, l'alphabet. C'était tout ça, avec les couleurs puis tout. Mais c'était pour public averti. C'était pour adultes et j'ai jamais vu une affaire aussi trash. Un Serbian film, puis aller se rhabiller, Wonder Chosen était là avant et c'était plus drôle. Wow. Je vais vous donner un exemple très rapide. On a un cartoon à un moment donné où c'est un couple qui se lance en parachute. La femme est enceinte, puis là, son parachute n'ouvre pas, puis elle va accoucher en plein vol. Évidemment. Il y a le chien super-héros des accouchements qui débarque. Il va l'aider à coucher. Il tombe, là. Tout le temps, ils sont en train de tomber. Puis là, ça fait, il va t'aider à coucher. Puis là, la fille, elle s'ostine. Non, tu sais que mon rêve, c'est d'avoir une césarienne. Pas de problème, il va te faire ça. Puis là, le chien, il a mutile, il ouvre tout le ventre. Le bébé, il est noir. Il sort de là, il tombe à terre. Il va juste se rebondir sur le plancher pendant que les autres arrivent en bas. Puis ça finit que le chien la baise dans sa plaie. Regarde, t'as des jokes racistes, t'as des tunes Slave, Build America, Slave, thank you. Un peu à la South Park, mais avant le temps, tu sais. Ouais, mais c'est ça. C'est sûr que c'est une autre approche, mais c'est du niveau. En fait, moi, je trouve que ça dépasse South Park. Ok, carrément. South Park, il dirait pas. J'ai même pas d'exemple, on dirait assez absurdement grotesque comme dans le show. Mais c'est ça, là. OK, il y en a une que j'aime bien. Vous allez comprendre le niveau de racisme too much. C'est une émission pour enfants. Fait que là, on a un concept où on énumère les métiers. OK? Mais c'est un épisode spécial Mexique. Fait que là, la chanson, c'est « Les Mexicains peuvent tout faire ». Puis là, on va dire qu'on le voit venir. Ah, man! Oh, ça fait mal, mais c'est drôle tellement que ça fait mal. Là, la séquence, c'est qu'on énumère les métiers avec la chanson. Puis là, tous les métiers, c'est tout du stock photo. C'est tout du stock image acheté, là, tu sais, des photos de manière professionnelle. Là, t'as un Mexicain médecin, t'as un Mexicain avocat. Puis à chaque fois qu'on a une séquence avec un vrai Mexicain pris dans la rue, leur réponse, c'est toujours « I'm a delivery guy ». C'est ça. Moi, j'aime ça, cet humour-là, mais c'est bien touché. C'est difficile à faire. J'irai jamais jusque-là, mais aller tâter de temps en temps du bout des doigts, là, je trouve ça bien excitant. Fait que avoir cette liberté-là à frisson, là, c'est la chose la plus incroyable de toute ma vie. C'est genre, tu sais, je le sais, là. Je le sais que je suis privilégié. Je m'excuse. Je vais essayer de pas gâcher ça, promis. Mais ouais, je suis bien privilégié. J'ai beaucoup de chance. On repart-tu dans le true crime? Je parle. Hein? Ben non, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. J'arrête pas de parler. C'est ça qu'on veut. Ouais, moi, j'ai une confession à te faire. J'ai commencé... À quel âge t'as tué pour la première fois? J'ai commencé Ars Moriendi au tout début, quand ça commençait. Je me suis rendue jusqu'à l'épisode d'Albert Fish et je ne l'ai plus écouté pendant des années. Fait que, puis après ça, bon, l'an dernier, j'ai tout rattrapé d'une shot. Mais y a-t-il une histoire, toi, que tu t'as écouté puis que ça t'a fait non, là, ça, c'est un peu trop que j'ai pour moi. refusé de faire. Ou pas que t'as refusé de faire nécessairement, mais qui est venu tellement te chercher, tu sais, que t'as eu besoin d'une pause. C'est difficile à dire. Ça aussi, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Je pense c'était saison 4 que j'ai débuté en me posant cette question-là. Je suis froid, dans le fond? J'ai-tu pas d'émotion? Oui, c'était très intéressant, d'ailleurs. Je repartirais pas là-dessus, mais c'est une question que je me pose encore, que j'essaie de comprendre mes réactions. Je le sais que je suis plus froid que d'autres. Moi, je sais que je suis capable de pas m'ennuyer de quelqu'un, que j'adore. Je peux ne pas le voir dans 6 ans. M'ennuie pas. Puis là, je le revois, puis je capote, tu sais. Je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas avec moi, je trouve. Je pourrais l'expliquer. Mais en même temps, je suis un gars débordant d'amour, tu sais. Je veux dire, je veux de mal à personne, je suis un gars gentil, mais on dirait qu'il y a quelque chose, là, Puis ça m'aide énormément. J'ai bâti ma carapace là-dessus. Je veux dire, quand je vais avoir mes émotions, disons, dans mes lectures, quand je fais mes recherches,
Mais quand je suis prêt à écrire, là, ma switch est à off. Je n'en ai pas d'émotion, pas en tout. Je fais juste. C'est des mots. C'est des mots, j'essaie de le faire de mon mieux. J'essaie de l'apporter de mon mieux. Puis comme je le dis, je suis instinctif. Fait que je me pose pas tant de questions, sauf peut-être dans la tournure de phrase. En français, je vais m'en poser, mais ma manière de le raconter, c'est moi. C'est ça. Puis ça donnera ce que ça donnera. Tant mieux, apparemment, les gens aiment bien. Good. Mais au final, c'est ça. Ma switch à off me permet de passer à travers parce que sinon, des histoires comme Sylvia Likens, par exemple, des histoires comme Le Poulailler, j'aurais beaucoup de misère à le faire. Ouais. Moi, les histoires avec lesquelles j'ai le plus de misère, ben, les enfants, évidemment, mais j'aime ça les faire parce que ça va être un gros épisode, puis ça va faire mal, puis je le sais. Puis en même temps, c'est des sujets fucking importants, là, tu sais. C'est des sujets toujours d'actualité. Fait que il faut que ça reste dans la réflexion communautaire, disons. C'est pour ça que j'aime les faire, en plus de l'émotion forte. Mais il y a un sujet que je trouve bien touché, puis c'est l'agression sexuelle. Le viol, oui, je l'ai déjà traité, là, mais tu vois, Sylvia Likens, si en plus il y avait eu... C'était borderline, là. Oui. C'était très borderline, je te l'accorde. Mais ma réflexion a été là-dessus, moi, est-ce que je le fais? C'était au niveau de l'agression sexuelle. Si elle avait... Mettons, c'est fucking trash que je dis là, mais si, mettons, elle avait été agressée par tous les enfants au lieu d'être juste battue, je l'aurais pas fait. Ouais. Puis c'est pas pour moi, c'est pour les auditeurs. Qu'est-ce que les hommes, c'est des tas de marde. Puis on le voit beaucoup là, dernièrement. Puis bien sûr, hein, je pense pas m'inclure là-dedans, je t'inclus pas là-dedans, mais historiquement, l'homme est un Christ de connard, trou de cul. C'est correct. Là, il faut améliorer ça, faire de notre mieux. Mais ce qui est le plus terrible, c'est quand on réalise le nombre de femmes qui ont été agressées. Donc, tabarnak! Il y a un niveau où tu fais comme « Ah, il y en a trop. » Il y a un niveau où tu fais « Ça n'a pas de bon sens, c'est inhumain. » Puis là, on réalise qu'on est au niveau comme « Ah ouais, ok, c'est une majorité. Là. C'est 80% des femmes qui ont vécu quelque chose. Puis là-dedans, t'en as 70 qui sont brisées, puis qu'aujourd'hui essayent de s'en sortir, puis de vivre avec de l'anxiété, des troubles de la personnalité, des maladies mentales à pu finir, des troubles d'alimentation. Le viol, ça me fait beaucoup de mal à raconter. Je sais pas comment raconter ça. Comment tu racontes ça? Tu peux pas raconter ça. Puis, quand je dis que c'est pour les auditeurs que je le fais le moins possible, c'est à cause de ça. J'ai été en couple avec... je me demande si les filles avec qui j'ai été en couple ont pas toutes été agressées, en fait. Je pense pas, mais dans mes dernières années, les personnes avec qui j'ai été ont toutes vécu quelque chose. Puis, fait, j'ai eu ces conversations-là de près avec ces personnes-là. Là, moi, je veux comprendre, je veux être la meilleure personne, je veux être le meilleur gars possible pour cette personne-là. Fait que faut que je comprenne. C'est qu'est-ce que tu as besoin que je sois pour être confortable, tu sais. Je vais faire de mon mieux pour l'être. Mais ces histoires-là, tu vois à quel point j'ai été avec quelqu'un que dès qu'il y avait un viol au cinéma, elle paniquait, puis il fallait qu'on arrête le film, il n'était pas question qu'on le termine. Il y a quelqu'un dernièrement que j'ai vu écrire sur Facebook. Elle venait de regarder, tu regardes des films sur Netflix, tu regardes une série, puis à un moment donné, elle a réalisé « Mais on donne, tabarnak, dans tous les films que je viens de voir, il y avait des viols. On peut-tu slacker, tu sais? » Ils sont tannés. Ces femmes-là ont besoin de passer à autre chose, ont besoin de penser à autre chose, ont besoin de se vider la tête, de se reconstruire. Fait que de raconter ces histoires-là dans lesquelles ils vont se reconnaître peut-être, j'ai pas envie de les mettre dans cette position-là. C'est sûr que mon show, ça n'est que ça. Il y a toujours quelqu'un qui va se reconnaître dans ce que je raconte à un certain point. Peut-être pas Albert Fish, là, mais encore, tu sais. Fait que j'ai pas envie...
Je sais que des fois, il y a des auditeurs qui écoutent Ars Moriendi puis qui braillent, puis je comprends, moi aussi, là, des fois, des fois, c'est rough, mais je veux pas être responsable d'un flashback de traumatisme par rapport au viol, parce que c'est des blessures qui restent fraîches toute leur vie, puis je trouve ça bien dur. Puis j'essaie de me mettre à leur place là-dedans. Les enfants, c'est les parents que ça va affecter le plus. J'ai eu, tu sais, après des histoires, vous connaissez lesquelles, j'ai eu des messages de, même pas de femmes, de pères brisés par l'épisode qu'ils venaient d'écouter. Puis là, je me sentais mal, puis là, je m'excuse, puis ils me disent non. Ça nous fait réaliser l'importance qu'ils ont à nos yeux, puis à quel point on les aime, puis qu'il faut les protéger, puis au final, ça a du positif, mais c'est ça fait mal. Je veux pas être responsable de cette douleur-là auprès des femmes. Les enfants, c'est autre chose. Il y a comme oui, ça va faire mal aux parents, ça fait peur, mais il y a un niveau qui est différent. Les parents n'ont pas nécessairement vécu ça. Puis là, c'est plus la peur que ça pourrait arriver. C'est très différent. C'est ça. Mais l'agression, là, quand tu as 80% de la population qui l'a vécu d'une manière ou d'une autre, j'ai pas envie d'y rappeler. C'est ça la nuance. Okay. Fait que, c'est pas que j'en ferai jamais, mais j'aime pas bien ça. Je trouve ça difficile à raconter. Oh, c'est vraiment intéressant. Tu parles de Sylvia Likens. Oui. Est-ce que tu as lu le roman de Jack Ketchum, The Girl Next Door? J'ai pas lu Non, j'ai pas lu The Girl Next Door. Okay, je le recommande à nos auditeurs. Il est excellent. C'est ce qu'on... Ouais, pareil. Il brise aussi un peu en dedans. Jack Ketchum, en général, là, si vous aimez le true crime, c'est un... allez-y, mais allez-y de reculons parce que j'en ai lu 2 puis je me suis dit non, c'est un peu trop. Là, ça va. C'est parce que, tu sais... Moi, quand c'est des enfants, j'aime mieux regarder un documentaire. Oui. Parce que dans 1h30, ou mettons 4-5 épisodes, c'est fini. Un livre, ça peut prendre du temps. Des fois, c'est des briques. Je sais pas si vous avez déjà vu, juste physiquement, le livre d'André Gagnon de Aurore. Oui. C'est comme 4 dictionnaires, là. Je veux dire, t'as-tu vraiment envie de lire sur la torture d'un enfant pendant 8 ans? Je veux dire, je ne doute pas que c'est un ouvrage brillant, mais c'est pas ça, mais faut que ça te tente là, de te lancer là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça, c'est des douleurs. Temporairement, ces douleurs-là, ça va. C'est des émotions, puis c'est des réflexions. Mais tu sais, je veux dire, moi, je me suis posé la question longtemps, là. C'est une bonne idée de faire 2 épisodes avec le poulailler, là. J'espère que ça sonne pas prétentieux, mais moi, je pense que c'était audacieux de faire ça. Parce que ça n'a pas sa place. Voyons donc, c'était. C'est l'épisode sur lequel j'ai mis le plus d'efforts, de travail, de montage. C'est celui qui a le plus de comédiens. C'est celui-là. Mais ce qui m'a fait accepter. Ce qui a fait que j'ai décidé de le faire haut en couleur, le plus grand que nature, c'est que je me suis dit, ben, si je le transforme en théâtre, ça va peut-être adoucir un petit peu le propos. Ça va peut-être être plus facile à avaler. Puis en même temps, ben, ça nous permet de découvrir cette histoire extraordinairement rocambolesque où il se passe tellement d'affaires qui n'ont pas de bon sens, mais aussi, ça nous permet d'avaler l'horreur de la chose avec une voix un petit peu phonée. C'est comme plus facile un peu, là, ça passe mieux, puis c'est plus facile à écouter. En même temps, il y a plein de gens qui n'ont pas été capables. Là. Je les comprends, puis les épisodes avec des enfants, c'est les seuls pour lesquels je mets des avertissements au début, d'ailleurs. Comme ça, si tu le sais que c'est trop pour toi, gars, je te le dis, là, ça va être ça. OK, ben, je pense qu'on peut faire un tour de table pour la dernière question, puis se demander c'est quoi nos meilleurs documentaires sur le true crime qu'on a vu. As-tu une recommandation? Ben, je pense que je te laissais commencer, Simon. Merde, ça m'aurait laissé le temps d'y penser. Mais c'était ça un point. Mais moi, en plus, c'est ça. Moi, j'ai aucune mémoire. Fait que des fois, je regarde de quoi. Waouh, c'était malade. Puis là, le lendemain, j'ai oublié que j'avais regardé ça. Il y a un film, je me rappelle pas lequel. Je le sais, je l'ai mis 3 fois de suite dans le même mois sur ma TV. C'est au bout d'une demi-heure que je catchais. Ben voyons, je l'ai regardé déjà. Je suis comme ça. Mais je vais... Il y en a un qui me... Ah, c'est tough.
je voyais dans l'actuel que des trucs que les gens ont vus. C'est sûr qu'on aime toutes les histoires comme The Lion King, The Tiger King. Tu vois que. Je sais là où est-ce qu'il s'en va avec ça. C'est pour ça que j'écris tout. Pour le show, hein? C'est pour ça. Je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais ouais, c'est ça. Tiger King, on aime tout ça parce que justement, ça part de tous les sens, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je pense que la nouvelle vague des documentaires de True Crime est arrivée avec The Jinx. Mhm. Elle a débuté avec The Jinx. Il y en avait avant, il y en a eu après. Mais on dirait que The Jinx a tout fait péter, là. En fait, oh crap! OK, là, il y a ça qui se passe, là, tu sais. Dans des documentaires comme dans l'actuel, là, tu sais. Ça se passe maintenant, là, tu sais. Ça a fait un gros boom, il y en a eu plein après, tu sais. Mais Jinx, moi, j'ai capoté ma vie. J'ai suivi l'affaire après, je suivais l'enquête, j'ai capoté là-dessus. Il y a un documentaire qui me rappelle beaucoup cette vague-là. Capturing the Freedmen. J'aurais dû. Je me rappelle pas de l'année, mais à l'époque, le documentaire était sorti en VHS. Mhm. Ça vous donne une idée, là? Ouais, Je pense que un c'est ça. Je pense que c'est un événement qui a eu lieu fin 80, le doc en début mi-90 peut-être. Mhm. Quelque chose comme ça. Puis ce qui était intéressant avec ce documentaire-là, c'est justement le regard familial. C'est une histoire sur un père de famille, dans le fond, qui aurait agressé des enfants, il y en aurait peut-être tué, puis l'enquête n'aura jamais tout sorti. Le gars était père, il avait aussi 2 enfants. Mais je n'irai pas dans les détails parce que c'est un bon doc. Capturing the Freedmen, je le suggère. Mais ce qui est fascinant, c'est justement la dynamique au sein de la famille. Puis comment ça s'est passé, eux autres? Parce que, tu sais, quand c'est ton père, puis il a toujours été cool avec toi, là, tu te dis, ben non, mon père peut pas faire des choses comme ça. Mhm. Puis là, à mesure que ça avance, là, l'inévitable, là, tu sais, si tu n'as pas le choix là, d'admettre que c'est arrivé, là, ça brise tout ton monde, là. C'est fini après, là. Ça, j'aimais ça. Puis c'est un peu une atmosphère de documentaire qui est revenue aujourd'hui avec une réflexion très familiale les gens, comment ils ont vécu appelons ça la transition entre on a un doute, il y a eu un crime, on a un doute, on a peut-être un suspect, puis oh my God, c'est Jacques qui l'a fait. Ça, j'aime bien ça, là. Je trouve ça bien intéressant. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus fun dans l'histoire de True Crime. Oui, les tueurs en série, c'est cool. Parce que c'est les extrêmes. C'est normal que le pire est plus... Mais moi, j'aime les petits crimes. J'aime ça, les meurtres individuels. Des gens complètement normaux qui ont vécu l'extraordinaire, là, tu sais, puis qui ont pété un plomb. Comment monsieur, madame, tout le monde se ramasse du point A au point B? C'est cette réflexion-là qui est intéressante. Tueur en série, c'est souvent de la maladie mentale. La réponse est souvent facile et difficile à expliquer en même temps. Mais quand c'est ça, j'aime ça les gens ordinaires qui vivent de grandes choses. Même des docs comme The Grizzly Man. Là, c'est pas du true crime, mais c'est ça. Des gens ordinaires qui vivent des affaires qui n'ont pas de bon sens. Des univers absurdes. Fait que... j'aime bien ça. Je suis moins dans les conspirations, même si c'est très intéressant. C'est sûr que Making a Murderer, c'est fascinant, mais c'est moins mon trip un peu. C'est moins quelque chose qui m'accroche, les conspirations, parce qu'il y a tellement de place à la fiction. Exactement, puis à l'interprétation de... Exact, l'interprétation, c'est la pari de lit. Ça devient difficile, puis là, tu peux te faire... Je me rappelle pas c'est quoi le titre. Il y a eu un doc sur... il est récent, là. Voyons, pas des salvos. Sur la théorie du meurtrier sataniste. Je pense qu'il était de Chicago ou New York. Oui. Puis qu'il y avait une théorie qui n'avait pas agi seul finalement. J'ai un blanc, là, mais c'est un classique qui fait partie des 10 plus célèbres. Là. Je sais c'est lequel, mais... Puis on le mettra dans je le bas de la le vidéo. vois dans ma tête. C'est pas ça, mais son nom sonne comme Emilio Estevez. En tout cas. Mais en tout cas, ça, c'est moins mon truc parce que là, finalement, pendant tout le doc, moi, j'étais comme, mais c'est n'importe quoi, ça. Mais c'est de la bullshit.
voyons, c'est de la merde. Puis là, t'arrives à la fin, puis là, ils nous admettent que ce n'était qu'une théorie de ce monsieur-là. C'est comme... C'est 8 épisodes que tu nous fais chier, là. Je veux dire, c'est intéressant, c'est divertissant. Mais c'est ça me fait chier. Puis en même temps, tu veux dire, c'est ça le problématique avec les docs. Là. Tu peux faire dire ce que tu veux aux images, là, ce qui explique que sur Netflix puis Canal D, on a des documentaires qui nous expliquent que les extraterrestres ont bâti une maudite pyramide. Hey, allez chier. Quoi. On parlera pas de Tubi parce que on tombe dans autre chose. Mais disons que je clorais mes choix avec un cas à part. OK. Dans tous les sens du terme, je suis convaincu que vous l'avez vu. Je veux parler de The Nightmare. Oui, Sur les troubles de sommeil, sur la paralysie du sommeil. Oui, ça, c'est fou. Là. C'est pas du true crime, c'est pas du paranormal, mais presque. Non, mais c'est un des documentaires les plus flippants que tu peux... Puis la réalisation. Tu le vois, c'est un gars qui a travaillé en cinéma d'effets spéciaux puis en publicité. Là. Le doc, ça paraît. C'est haut en couleur, c'est visuellement... c'est dément comment que c'est beau ce documentaire-là. Puis tu finis le doc, puis t'as des frissons, là, puis t'es pas bien, là, puis t'es tout à l'envers, tu sais. Fait que, j'adore ça. Ça, là, c'est un gros coup de cœur. Même si c'est pas tout à fait du true crime, c'est le fun, justement, des docs qui te surprennent puis qui t'amènent ailleurs pour quelqu'un comme moi qui connaissait pas ça. C'est pas un bon doc. Il donne pas d'explication. C'est plus, on a des portraits de personnes aux prises avec la paralysie du sommeil. Je vais préciser. C'est pas un vrai doc, mais c'est vraiment fascinant. Ouais. Mais je suis curieux d'entendre les vôtres aussi. Moi, je vais le dire rapidement. Dans le fond, c'est pas nécessairement mon préféré, mais il y en a un qui m'a comme un peu marqué pour plein de raisons, mais j'avais envie d'en discuter un peu. C'est le dernier sur Ted Bundy, le Confession Tapes. Là. Ouais. Oui. C'est le même réalisateur qui a fait le film aussi avec Zac Efron sur Ted Bundy. Oui, c'est vrai. Ça j'ai vraiment un rapport ambigu parce que pour moi, les deux films, c'est comme deux facettes d'une même médaille. Je trouve que le documentaire est beaucoup plus intéressant. Le film, j'ai trouvé que c'était une merde intersidérale. Là. Vraiment. D'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue genre juste comme... À tous les niveaux. Il n'y a aucune empathie pour les victimes. Là. C'est juste une glorification des apps de Zac Efron. Là. Ben, tout ce qu'il a fait, en fait, je trouve, autour de Bundy, on dirait que c'est sans émotion. Exactement. C'est irrespectueux, je trouve. Exactement. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que ça a créé beaucoup de buzz quand c'est sorti. Puis je crois que c'est la pire façon d'approcher Bundy. Fait que je veux pas aller sur recommandations, j'ai envie de comme un truc. Éloignez-vous de ça si vous voulez comprendre Ted Bundy parce que c'est vraiment la pire chose qu'on peut regarder. Ou si on le regarde avec un œil analytique et à l'avance, tu te dis OK, c'est ça que je regarde, c'est ça qu'il faut que j'étudie. Faut t'étudier l'image qu'ils font de Bundy. Puis je vais donner une piste de départ, OK? Sans arrêt, il nous casse les oreilles en nous disant mon Dieu, qu'il était brillant, il était séducteur, il était bon, il était beau, mais il ne mentionne une seule fois la nécrophilie. OK, là, t'as pas tes priorités aux bonnes places, là. Exactement. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Là. Moi, j'ai tout le temps un problème avec le fait, genre, il était donc intelligent, il était pas... Le gars, il s'est défendu tout seul. Ben oui, pour la chose la plus obvious, là, je veux dire, c'était un épais. Ouais, mais qui a dit qu'il était intelligent? La police. Exact. Elle n'est pas ça. Fait que, tu sais, l'inverse de l'élite intellectuelle, là. Je veux dire... c'est quand, je pense que c'est en fin de semaine dernière, je regardais un doc pris au hasard de meurtre, je pense Netflix ou YouTube. Puis, ça n'a pas de base. L'histoire, je vais la raconter dans le spécial Halloween de distorsion. Fait que je dirais pas c'est quoi. Je suis tombé dessus, je fais OK, je vais raconter ça, c'est bien trop le fun. Mais les enquêteurs, quand ils ont fait la découverte de la scène de crime, vu que la personne avait été le chest ouvert, leur premier réflexe de scientifique du crime a été de se dire c'était un boucher ou un docteur. Tu sais que la dernière fois on avait eu cette réflexion-là, c'est au 16e siècle. C'est Jack the Ripper. Voyons, c'est voir. Toi, t'es enquêteur. Toi, c'est ta job. C'est ça ta réflexion, le clown. C'est un adolescent de 17 ans en passant. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, des fois, il faut en prendre par laisser. Mais bon. Fait que oui, rapidement.
Ben moi, je vais y aller sans originalité. Je vais encore parler de Dear Zachary. Mais je vais aller plus en profondeur. Peut-être que je sais qu'il est sur ta liste déjà, mais je vais peut-être te donner envie de l'écouter plus vite. Ce qui est particulier, c'est que le réalisateur était proche de la famille. C'était le meilleur ami de la principale victime. Donc, il y a eu beaucoup plus de liberté parce qu'il n'y avait pas, tu sais, oui, il y a du respect, mais tu es dans la situation. Donc, tu comprends mieux que tout le monde comment les gens quel résultat tu veux de ce documentaire-là. Il n'est pas proche, il est presque impliqué. Oui, exactement. Mais il a été impliqué, on le voit dans le film, Okay. d'ailleurs. C'est pas le meurtrier, mais on se comprend. c'est ça. Donc, il s'est permis une approche un peu plus sensationnaliste. OK. Tellement qu'on écoute ça un peu comme un thriller, tu sais. Oh, OK. Puis il y a même une twist à un moment donné. Tu veux pas rien écouter d'abord sur ce documentaire-là. Faut que tu l'approches en toute innocence. Puis, à un moment donné, il y a un coup, il y a une twist, il y a un cri pendant qu'on apprend la twist et je l'entends encore, ce cri-là. Donc, c'est extrêmement puissant. C'est pas quelque chose qui aurait pu être fait par un réalisateur hors de... En dehors du cercle. En dehors du cercle, exactement. Puis c'est extrêmement touchant aussi parce que c'est un hommage à la famille, à ceux qui restent. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire. All right. Bon, ben, on a plein de recommandations, fait qu'on on va laisser le public avec ça. Ben, Simon, French, merci vraiment d'être venu participer au Balado Horreur Québec. Merci. Super content de t'avoir reçu. C'est bien fun. On ne se fera pas plugger les affaires parce qu'on ne sait pas encore quand l'épisode va sortir. Fait que, mais qu'on sache la date qui va sortir au grand public, on va te contacter pour nous si tu veux dépluguer les choses. Il y a une affaire que je peux te dire, par exemple. Okay. Parce que même si vous le sortez dans 6 mois, je pense que ça ne sera pas si tardif. Parce que je prépare un 2e livre. OK. C'est un travail de collaboration. J'ai pas encore le droit d'en parler plus que ça. Mais je suis tellement excité. Parce que là, ce que je peux dire, c'est qu'on s'éloigne du premier. Dans les plans, il va y avoir un tome 2. Je vise un tome 2. Mes histoires sont même déjà choisies pour le tome 2. Mon sujet est choisi, tout est choisi. Il faudrait juste que je le fasse. Sauf que là, ce que je suis en train de faire à ce moment, c'est un peu particulier. C'est une drôle de catégorie. C'est pas moi qui vais écrire le résumé en arrière parce que je sais pas comment. J'ai aucune idée comment décrire ça. Mais ça va être bien le fun. J'ai l'impression de me gâter avec ça. J'ai l'impression qu'on se gâte. Je suis pas tout seul dans ce projet-là, mais on se gâte, puis jamais j'aurais pensé que ça arrive dans ma vie, puis c'est arrivé, c'est tombé du ciel, puis j'ai bien hâte de montrer ça au monde. C'est pas terminé. Je pense que ça, potentiellement, il viserait une sortie au printemps prochain, donc printemps 2022, mais on va voir. Mais... j'ai hâte. Puis j'espère vraiment que ça va être bien reçu. Parce que c'est vraiment différent de ce que j'ai fait avant. Mais en tout cas, j'espère que vous allez aimer ça. J'ai bien hâte de vous en parler. Ça va clairement très savoir pour en parler si ça t'intéresse. Oui, avec plaisir. En attendant, on peut toujours se procurer La mort en héritage, ton premier livre. Oui, c'est pas partout. Ouais. Sinon, arsmoriendipodcast.ca. Super, merci. Merci beaucoup. Merci.